Alors, Madame Léniel, vous avez donc 82 ans. Vous avez été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre arrestation? Oui, eh bien écoutez, nous avons été déportés en 43, la famille entière. Et j'étais enfant à l'époque, je venais tout juste d'avoir 11 ans. J'ai deux frères plus jeunes, Robert n'avait que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit dernier, André. Donc nous habitions Roubaix à l'époque, la famille. Nous souffrions beaucoup, n'est-ce pas, dans ces temps menacés. La guerre est tellement une chose épouvantable, vous savez. On voyait défiler ces nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Tout cela nous effrayait, nous, les enfants. Et puis, vous savez bien que les Juifs étaient tenus de porter l'étoile. Nous étions recensés. Mon père, en bon citoyen, nous a inscrits sur les listes. Il était donc facile de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais, parce que figurez-vous que le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. La veille au soir, nous les enfants avions préparé nos présents, fait de beaux dessins, préparé les récitations. Papa avait acheté un gâteau, des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous. Avec fracas, on grimpait les escaliers, tambouriné aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant avec angoisse, nous les enfants, mais que se passait-il? Nous ne comprenions rien. Alors ensuite, donc, il y a eu une longue période de détention et vous avez été notamment aussi transféré au camp de concentration de Ravensbrück, qui est le seul grand camp d'ailleurs réservé aux femmes pendant la guerre. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien au sein de ce camp? Oui, effectivement, nous avons atterri à Ravensbrück en passant auparavant par les prisons de Los, près de Lille en France, et les prisons Saint-Gilles à Bruxelles, n'est-ce pas? Le gouvernement militaire allemand étant basé à Bruxelles, les déportés du Nord-Pas-de-Calais passaient par la Belgique. Donc nous sommes allés également dans le grand camp de rassemblement de Malines. Malines est l'équivalent de Drancy en France. Ensuite, l'on nous a menés dans le camp de Ravensbrück, le grand camp pour femmes au nord de l'Allemagne. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. Après un voyage harassant, épouvantable, 3, 4 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. Nous sommes arrivés à Ravensbrück, où aussitôt les SS sont apparus, toujours accompagnés de leurs chiens menaçants. Schnell, los, ils nous poussèrent jusqu'au Washraum, l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées gris et bleu. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Il fallait le connaître par cœur, en français bien sûr, mais surtout en allemand. Si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. On avait tout intérêt à répondre à son matricule. À partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus de nom. Nous n'existions que par nos numéros de matricule. Et nous sommes cependant restés longtemps dans ce terrible camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 43, jusqu'en février 45, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim.
de froid également. À l'époque, les hivers dans les camps étaient si rigoureux, nous n'avions rien pour nous prémunir que nos pauvres robes rayées. Et surtout, nous souffrions, nous les enfants, de la peur constante pendant 2 années. Nous ne vivions comme des ombres, tant nous avions peur de ces SS effrayants, terribles, qui distribuaient des coups de fouet, qui faisaient disparaître des êtres. Nous en avions une peur bleue, de leurs chiens surtout, de leurs chiens menaçants, qui étaient dressés pour attaquer les déportés. À l'époque, bien entendu, tout le monde devait travailler, les adultes, n'est-ce pas? Ces femmes étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Donc maman, chaque jour, travaillait péniblement. Mais nous, les enfants, bien entendu, nous étions trop faibles, trop chétifs. Nous ne pouvions pas travailler, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos blocs. Les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout. Nous n'osions sortir de nos blocs. Nous vivions terrés. L'hiver surtout. Mais l'été, l'on voulait profiter d'un petit rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais on osait aller bien loin. Dans les allées du camp se promenaient sans cesse ces SS et leurs chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? C'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux, bien entendu, donnaient de graves maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'est comme un dispensaire. Et nous y sommes tous passés. Alors vient ensuite le jour de la libération, après un transfert dans un autre camp. Comment ça s'est passé ce jour-là? Est-ce qu'on peut en Eh raconter? bien, en février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. L'on devait partir. Partir où? Vous pensez bien que nous l'ignorions, nous n'étions que des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau les wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient les déportés. Et à nouveau, avons voyagé plusieurs jours sans manger, sans boire, la tinette toujours au milieu de nous, qui parfois dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage effrayant. Puis le train s'est arrêté, nous sommes descendus. À partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle. Une odeur que je ne saurais vous décrire, je ne trouve pas les mots suffisants. Cette odeur nous bouleversait. Nous nous sommes regardés avec maman et l'on s'est dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. À bout de force, exténués, nous sommes arrivés dans un lieu qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait surtout des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous poussa dans un bloc où l'on se rendait vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc, il n'y avait même plus de chalis. Nous étions couchés à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme pièce, et que parmi nous, il y avait des gens très malades. D'autres étaient même décédés. Nous étions tous mélangés, vivants et morts. Il a fallu courir à l'appel et nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration
qu'on a appelé également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres. Vous savez, nous perdions peu à peu espoir. L'on se disait, dans ce camp-là, nous ne résisterons pas longtemps. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück où déjà nous crevions de faim. Et surtout, au bout d'un moment, nous constations avec terreur que décidément, maman était étrange. Elle gisait près de nous sur le sol. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions rien, nous les enfants. Ce n'est que bien après que nous avons appris qu'elle avait contracté le typhus, cette terrible maladie. Et alors, le jour de la libération, est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce moment-là? Ah, c'est un moment que je ne saurais oublier, la libération. Vous savez, à notre insu, à un moment donné, le 15 avril 1945, nous avons vu entrer des soldats dans notre baraque. Je revois encore l'expression de terreur dans leurs yeux. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en croyant pas leurs yeux de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol, mélangés vivants et morts, dans une puanteur extrême. Ces soldats étaient perdus, ne savaient que faire. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits, ils ont commencé à distribuer de la nourriture. Mais tous ces mois de privation faisaient que nous n'avions même plus faim, nous. Ils ont distribué des grands pains de campagne ronde, des boîtes de cornets de bif, des tubes de lait concentré sucré. Mais ces pains, nous servaient d'oreiller. Nous n'avions plus de literie, plus rien. Nous servaient d'oreiller. D'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé. Et vous savez, les statistiques le disent bien. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longuement sans manger, il faut tout doucement réapprendre. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures qui suivirent. Et je dis toujours, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade. Mais d'abord les cas les plus graves. Et c'est ainsi, c'est à ce moment-là que nous apprenions que maman, ayant contracté le typhus, fut emmenée au Révire. Et pour nous, les 3 enfants, nous restions seuls. Plus rien n'avait d'importance, n'est-ce pas? Cependant, les Anglais commencèrent à organiser le rapatriement. Ce n'était pas chose aisée, tous ces déportés de nationalités différentes. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français, et le grand jour est arrivé, nous pouvions quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieux chiffons, de vieilles hardes, avions entassé cette nourriture, confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère. Il était dans un état épouvantable, les membres grêles, le ventre, la tête gonflée à l'extrême. Il ne savait plus marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds, et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. Parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France.
Bien entendu, ils avaient été nettoyés, on y avait mis de la paille fraîche, mais quand même, c'était dur à supporter. Vous intervenez régulièrement dans cette école pour témoigner auprès des jeunes. Qu'est-ce qui vous pousse à rencontrer les jeunes collégiens aujourd'hui? Eh bien, ce qui me pousse aujourd'hui, bien entendu, c'est de rencontrer le plus grand nombre de jeunes possible pour leur dire à quel point la guerre est une chose épouvantable que je veux leur voir éradiquer. Et c'est possible, vous savez, je dis toujours à ces jeunes, tellement à l'écoute, les enfants, il faut être vigilant, tout peut revenir. De façon différente, bien sûr, mais le mal est partout. Soyez vigilants, soyez courageux, ne laissez pas dire n'importe quoi. Maintenant que vous savez comment se sont passées les choses à l'époque, vous avez des cours sur ce sujet, n'est-ce pas, dans vos classes, vos programmes d'histoire. Donc il faut être courageux. Il faut aussi, les enfants, combattre le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure. Combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Je dis toujours aux élèves, soyez tolérants les jeunes, acceptez-vous comme vous êtes. Je leur dis que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman. Est-ce qu'on n'est pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Ces différences ne font que nous enrichir. Le témoignage est devenu ma mission, vous savez. Mon mari me dit toujours, tu te fais du mal, arrête un peu. Je lui dis, bien entendu, tu as raison, mais dès qu'il y a une demande, je ne peux faire autrement que de dire présent. Pour moi, c'est indispensable, cette leçon que je leur fais passer. Et ils comprennent bien, vous savez, les jeunes. Vraiment, je suis émerveillé par leur grande écoute, leur sensibilité. Alors ce reportage est destiné aux Marquois. Est-ce que vous souhaitez leur transmettre un message en particulier? Eh bien, je suis fier de passer à Marques, de passer dans d'autres villes. Ces villes me le rendent bien, Vous savez, je suis fier de pouvoir passer mon message partout, ce message si important de paix. Vous savez, j'ai reçu des lettres, il y a une lettre de jeune qui me vient à l'esprit, épatante, 2 lettres même. Brièvement, je vous les annonce. La première est une jeune fille de terminale, une lettre merveilleuse qui me disait, Madame Léniel, au début, je n'avais pas envie de vous écouter parce que j'ai souffert ainsi que ma famille. Nous sommes des Palestiniens. Mais je me suis rendu compte à quel point vous-même et votre famille avez souffert dans les camps de concentration. Et cependant, vous avez perdu votre papa dans les camps. Et bien entendu, il n'y a jamais de haine dans vos paroles. Vous ne parlez que d'amour, de paix, de tolérance, comme c'est beau. Elle terminait en écrivant « J'aimerais, madame, pouvoir un jour vous ressembler. » C'est une lettre exceptionnelle qui m'a reboosté. La seconde est celle d'un jeune maghrébin, une lettre adorable aussi. Les élèves rient lorsque je leur dis truffé de fautes d'orthographe, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte à mes yeux, c'est le ressenti de ces élèves. Et ils disaient bravo Madame Léniel, j'ai tout compris. À mon tour, je témoignerai, j'en parlerai à ma famille dès ce soir. Et plus tard même, à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je me suis dit, il voit loin, il est formidable. Et il terminait en mettant « Mohamed, votre plus grand fan ». J'ai trouvé ça très joli également. Vraiment, ces jeunes me le rendent bien.
Merci beaucoup, Madame Liliane, pour votre témoignage. Merci. Merci à vous aussi. C'est avec grand cœur que j'ai fait. J'ai compris maintenant l'importance du témoignage. Vous savez, tout au début, j'étais d'une timidité excessive. Mais je ne pouvais malgré tout laisser dire n'importe quoi. Laisser dire ces négationnistes qui mettait en doute nos souffrances. C'était impossible. Il fallait que je réagisse. J'ai commencé à le faire tout doucement au début, de plus en plus. Maintenant, je suis débordé de demandes et ça m'aide à vivre. Comme je vous le disais, c'est devenu une mission pour moi. Merci à vous. Merci à la ville de Marques.